continuer avec la table ronde suivante. Est-ce que vous savez où se trouve la ville d'Oulu? Oulu, ça vous parle ou pas? Pas du tout? Plutôt au nord, plutôt au sud? Comme je suis pas en avance, je vais pas attendre la réponse. En fait, non, moi non plus, je savais pas. C'est une ville finlandaise, au bord du cercle polaire, où siège Finnfammi, l'association sœur de l'UNAFAM en Finlande. Eh bien, d'Oulu à Madrid, de Prague à Dublin, les familles vivent les mêmes difficultés, quelles que soient les différences culturelles. C'est ce qu'on constate. Le Famille, que l'UNAFAM a cofondé il y a 30 ans. Il est réconfortant de noter que les associations de familles de personnes vivant avec des troubles psychiques se sont regroupées au niveau européen. Nous allons recevoir André de Crane, que nous avons déjà entendu tout à l'heure, qui est vice-président de Famille, European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness. Vous remercierez mon accent anglais, n'est-ce pas? Et il est membre du CA de l'Association européenne de psychiatrie, il est membre de l'association Smileless Flandre, et il sera interviewé par Emmanuelle Raymond, déléguée de Paris et représentante de l'UNAFAM au conseil d'administration de Famille. Voici donc André de Crane et Emmanuelle Raymond. André, vous êtes inquiet? Vous vous demandiez où vous asseoir? Non, tout va bien? Il y a quelque chose qui vous gêne? Mais vous êtes sous le feu des projecteurs pendant les 20 prochaines minutes. C'est tout un défi, c'est un défi plus important que d'être de passer après le président. Pendant 20 minutes, vous serez comme le plus français des Belges, Johnny Hallyday. Ou le plus belge des Français, je ne sais pas très bien dans quel sens il faut le dire. Bon, bref, ce n'est pas le sujet. Je vous laisse avec Emmanuelle Raymond. Avant de donner la parole à Emmanuelle, j'exprime ma gratitude. Et je suis honoré par l'invitation que j'ai reçue pour parler ici à l'UNAFAM. Nous, notre association en Belgique et en Flandre, vous savez, la Flandre et la Wallonie, c'est très séparé. Je regarde l'UNAFAM un peu comme notre grande sœur. Elle a beaucoup plus d'adhérents que nous, vous avez plus de services, et ce que j'entends aujourd'hui, c'est un message d'espoir. Vraiment un message d'espoir. J'ai entendu les psychiatres parler des familles, de la façon dont ils ont... Moi, je croyais écouter un cours magistral. C'était formidable. Je voudrais qu'elles viennent parler chez nous, parce que c'était tellement bien. Mais voilà, je peux pas faire autrement que d'exprimer ma gratitude et mon admiration pour ce que vous avez fait. 60 ans, c'est pas mal, hein? Merci André. Écoute, je voulais te dire, ça me fait plaisir de te retrouver aujourd'hui en chair et en os, parce que d'habitude, de famille, c'est un peu comme ça, vous voyez. C'est les conseils d'administration de famille, on est 9, de 9 pays différents, c'est l'obligation. Et puis comme on est à Dublin, à Athènes, à Zurich, au Portugal, on se rend compte beaucoup par les petites fenêtres qu'on connaît tous depuis le Covid. Donc de temps en temps, en chair et en os, ça me fait plaisir de voir André. Alors famille, vous l'avez dit, tu l'as dit Sébastien, c'est un acronyme, ça tombe bien pour nous Français, parce que dans famille on entend amis, donc moi je trouve ça très sympa, même si c'est le hasard, hein, puisque en anglais c'est la langue de famille, la langue de travail c'est mental illness, la maladie mentale, c'est l'appellation officielle internationale. Donc on est 37 membres, donc 37 associations sœurs de l'UNAFAM dans 25 pays d'Europe. Et on est actif depuis 1990. Donc, on aurait beaucoup de choses à vous partager, André et moi, mais je vais essayer de me limiter à l'essentiel. Et d'abord, André, je voudrais que tu pourrais nous rappeler l'histoire de famille pour nous aider un petit peu à situer cette fédération dans notre propre histoire. Parce que je crois que ça a commencé en Belgique, hein, au lieu de l'Europe, la Belgique. Merci Emmanuel. C'était avant mon temps, hein, en 95, 95. Mon fils était toujours très jeune, il n'avait pas de signe de faiblesse, pour ainsi dire. Mais en 95, il y avait à l'initiative de la fondatrice de Similès, Gustave Ronings, qui avait déjà constitué Similès en 1985 ou 75, je crois, parce que nous venons de fêter notre 60e anniversaire, notre 50e anniversaire, pardon. Donc l'UNAFAM était précurseur. Elle a aussi pris l'initiative de constituer
une association internationale de droit belge, hein, association sans but lucratif de droit belge. Il y avait 3 raisons pour faire ça. C'était après un congrès, il y avait des contacts informels entre plusieurs associations des pays environnants, entre autres aussi la Finlande et la Suède. Il y avait des contacts informels et ils se sont dit il faudrait que nous constituions une société, une association, que ce soit institutionnalisé. Il y avait 3 raisons pour cela. La première raison, c'était que en 95, il y avait un engouement pour l'Europe. Hein. Souvenez-vous du traité de Maastricht, du référendum que le président Mitterrand avait bien préparé. C'était très bien. Donc tout le monde voulait plus d'unité en Europe. C'était à l'époque aussi de l'expansion géographique de l'Union européenne. Le marché commun, comme on disait encore à l'époque. Donc il fallait être préparé, il fallait que les associations des familles soient préparées, et c'est ainsi qu'on a constitué une famille. Il y avait aussi une deuxième raison pour le faire. Il fallait une personnalité morale pour pouvoir recevoir des dons. Hein, on donne pas des dons à une association de fait. Enfin, juridiquement on peut le faire, mais c'était beaucoup mieux en tant qu'ASBL, parce que ça a créé de la confiance, et il y a aussi un contrôle plus ferme. Et il y avait une troisième raison, c'est que il fallait une association pour pouvoir se représenter devant les autorités de l'Europe. Alors on sait aussi que la première raison, on avait beaucoup discuté de ça, c'est de se soutenir ensemble, l'UNAFAM, on s'est créé pour que les familles se soutiennent ensemble, et aussi au niveau européen, se soutenir ensemble et valoriser la père-aidance famille, parce qu'à l'époque, les programmes de psychoéducation, d'éducation thérapeutique pour les familles, rien n'existait. Et donc, c'est la construction du programme Prospect, qui était complètement pionnier il y a 20 ans, hein, c'est ça, André? Effectivement. À l'époque, donc, on avait reçu un subside important d'une société pharmaceutique qui avait entendu parler du programme Prospect qui était en train de se faire. Ce subside cette aide nous a permis de professionnaliser les contacts et d'établir une formation Prospect. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier à Prospect? Il existait déjà à l'époque des cours de psychoéducation qui étaient inventés, établis par les professionnels de la santé mentale, et qui voyaient les parents comme un agent thérapeutique qu'il fallait maîtriser un peu, mettre dans un genre de canevas. Il faut leur faire dire ce qu'il faut dire d'après ce qu'on a. Alors que les parents qui se sont réunis pour faire Prospect sont partis d'un point de vue complètement différent. Et ce point de vue, qui est tellement différent, c'est qu'est-ce que la maladie a fait de nous? La maladie de notre proche a fait de nous. Quel est notre vécu particulier? Comment est-ce que nous nous sentons? Qu'est-ce que nous en savons de notre point de vue? Pas du point de vue médical, mais de notre point de vue. Et qu'est-ce qu'on va faire de notre connaissance pour entamer un nouveau parcours qui va nous donner beaucoup plus d'assurance et qui va nous donner un nouveau sens de vie. Alors, c'est ainsi que Prospect est né. Ça a été établi, ça a été suivi, ça a été donné dans plusieurs pays, en Finlande, en Suède, en France, qui est un des pionniers. En Espagne. L'Espagne également. En République tchèque, maintenant. Et voilà, oui. Bon, ça c'était la première vague. Mais il y a eu une deuxième vague, il y a eu un deuxième don qui nous a permis d'élargir notre champ d'action et de faire connaître le programme Prospect, parce que je dois dire que je m'occupe de Similes et de familles depuis 2012-2015. Je suis devenu membre du conseil d'administration. En 2019 ou 2020, je suis devenu vice-président. Je connaissais Prospect de nom, mais je ne l'avais jamais suivi. Alors,
je me suis dit, quand j'ai entendu parler, je me suis fait expliquer ce que c'était, j'ai dit, c'est ça qu'il me faut. Depuis 15 ans, j'ai appris beaucoup, j'ai suivi des cours de psychoéducation, mais quand j'ai entendu ce projet, je dis, je veux le suivre. Où est-ce que je peux le suivre? En France. Évidemment, en Belgique, la France est tout près. Mais voilà, j'ai eu l'occasion, et je remercie UNAFAM, de suivre un atelier prospect à Metz, avec Marie-Hélène Violette, que je remercie encore. Et j'étais tellement enchanté que j'ai imposé à Similèse de faire le programme, au moins un programme Similèse. Nous avons reçu quelques subsides pour ça. Et nous venons, la semaine dernière, de terminer notre premier atelier. Les participants sont heureux. Nous leur avons dit, est-ce que vous voulez faire une journée de rappel? Et tout le monde a dit, oui, s'il vous plaît, parce que les liens d'amitié qui sont nés de cet atelier, ben, ils sont indélébiles. Et les gens, j'ai vu la façon de se tenir des gens quand ils sont entrés par rapport au moment où ils sont sortis, et c'était quasiment des nouvelles personnes. Merci André, c'est la magie prospect qu'on a tous expérimenté, nous qui l'avons fait, ou moi-même qui suis aussi animatrice à chaque fois. Donc le grand souvenir, c'est Madrid, en avril. On s'est retrouvés 58 animateurs de 11 pays différents. Donc on avait la Belgique, la Croatie, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas, la Slovénie, la Suède. On a tous fait des animations prospect parce que l'Espagne est celui qui a le plus développé prospect, donc c'était un endroit extraordinaire. Et je peux témoigner qu'il y a 2 jours, j'ai fait le débriefing avec la première équipe de Croatie, évidemment en petite vignette, et on a débriefé. Ils ont mené leur premier atelier à Dubrovnik la semaine dernière. Donc pareil, la même magie, les mêmes besoins, parce que découvrir la force que nous avons et qu'on ignore, tous nos savoir-faire, tous nos savoir-être, tout notre savoir expérientiel, et le partager ensemble. Et puis, famille, il y a aussi des études. Il y a donc Prospect, qui est très important. Effectivement. Mais il y a aussi des études qu'on commande. Oui, ça cadre dans la stratégie de famille. Il y a 3 volets, mais le deuxième, c'est aider les associations nationales. Et il y a quelques années, nous avons demander à des instituts renommés de faire des recherches et une étude sur le profil typique de la pérédance. Tout le monde sait à peu près ce que c'est, par une expérience individuelle et parce qu'on rencontre les gens fortuitement, etc. Mais quel est le type de personne, et quelles sont ses attentes, quelles sont ses contraintes, quelles sont ses difficultés, comment se comporte-t-il dans la société? Alors, il y a eu une première étude qui a été faite par l'Université de Louvain, l'école de médecine, qui s'appelle Caring for Carers, c'est prendre soin de l'aidant proche. Et cette étude a été menée dans 15 pays différents, ça a eu une assez bonne réponse. Toutes les réponses ont été analysées d'une façon scientifique et il en a résulté un profil. Quelques chiffres, enfin un chiffre qui m'appelle très fort, c'est donc en plus des heures passées au boulot et de tous les tracas et tous les efforts qu'il faut faire pour mener à bien son activité professionnelle, l'aidant proche consacre au moins 17 heures par semaine de travail supplémentaire pour aider son proche. Son proche. Puis il y avait aussi il y a une étude importante qui s'appelle The Value of Care, qui a été fait par la London School of Economics et qui a pu valoriser, monétiser en fait, pour développer le plaidoyer à l'international, le coût
que représente cette aide des aidants auprès de leurs proches. Et là aussi, on a un chiffre incroyable, je crois. Effectivement, la London School of Economics and Social Science, c'est pas n'importe quoi. Ça a beaucoup de crédibilité. Donc, l'étude qui en est sortie, nous comptons beaucoup dessus et j'espère que beaucoup de nos membres de tous les pays puissent l'utiliser. La valorisation de la pérédance peut choquer certaines personnes. Beaucoup de parents disent mais je prends soin de mon enfant. On peut pas valoriser ça, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur économique, ça n'a pas de valeur qu'on peut exprimer en termes monétaires. C'est vrai, c'est un aspect très important. Mais on peut pas oublier non plus que pour pouvoir obtenir des subsides par des instances qui ont elles-mêmes un budget, doivent pouvoir justifier les dépenses, il faut l'exprimer en termes monétaires. Alors, on s'est dit, l'approche était, combien faudrait-il payer pour des services fournis par les parents? Que coûte le service des parents qui donnent gratuitement si on devait le donner à des tiers qu'il faut payer? Combien est-ce que ça nous coûterait? Eh bien, on est arrivé au montant effarant dans une fourchette de 60 000 à 80 000 euros par an. Voire pour certains 100 000 euros. Par exemple, il y a des pays dans le sud où il n'y a absolument aucune aide annexe et tout repose sur les familles, donc la Grèce, l'Espagne. Et donc ces chiffres qu'on peut valoriser jusqu'à 100 000 euros par an, le coût que ça représenterait d'embaucher quelqu'un qui fasse tout le travail que fait un aidant familial auprès de son proche. Très important pour le plaidoyer à l'international. Puis-je encore intervenir une anecdote assez intéressante. J'ai eu l'occasion de parler aux Journées mondiales de la santé mentale, qui a été organisée il y a 2 ans, au mois d'octobre 2021, par le gouvernement français. C'était une grand-messe. Il y avait comme keynote speaker Monsieur Gutiérrez, qui est le patron de l'ONU. Il y avait le patron de l'Organisation mondiale de la santé, Ghebreyesus, et encore d'autres personnes, secrétaire général de l'OCDE. Il y avait aussi la reine Mathilde de Belgique. J'étais keynote speaker également, le 8e. Je me suis bien préparé, j'ai fait un programme concis, j'ai fait un discours concis, et j'ai dit entre autres que beaucoup de parents soutiennent leurs proches durant toute leur vie, souvent financièrement. Et ça avait touché la reine énormément. Elle est elle-même maman de 4 enfants, dont un handicapé. Et après ce discours, j'étais invité à la rejoindre dans un salon du palais où ça se passait. J'ai parlé une demi-heure avec elle, de la pérédance. Et par après, j'ai été invité par le Palais Royal à organiser une table ronde pour parler de la pérédance. Et j'ai invité entre autres Emmanuel pour venir témoigner en tant que maman de ses défis, de ses anxiétés, de ce que c'était vraiment la pérédance. Donc, le fait de se profiler comme père aidant et utiliser les arguments qu'il faut, même des arguments monétaires, ça porte. Je veux dire, André est modeste, mais moi je me souviens de la fierté que j'ai ressentie à Paris lorsque tu as pris la parole quand même après c'était des visios, hein, c'était en octobre 2021, mais il y avait quand même le secrétaire général de l'ONU, de l'OCDE, ta reine, la reine des Belges, qui était là en invité d'honneur puisque elle défend les objectifs de développement durable de l'ONU et elle est très intéressée par la santé mentale. Et Famille, et c'est André qui a pris la parole au nom de Famille, a présenté le rôle des familles dans la santé mentale et il a été vivement applaudi. Il y a eu toute cette répercussion en Belgique et moi j'étais, je dois dire, très émue, très impressionnée par ce que tu as fait ce jour-là, André, parce que tu as parlé en notre nom à tous
pour le monde entier. C'était retransmis en Zoom dans énormément de pays. Donc, bravo à toi. J'ai très émue par ce qu'il a fait. Bon, pour l'anecdote, après, quand on est allé voir la reine Mathilde, moi, j'avais jamais été dans un palais royal où je savais pas qu'il y avait autant de couloirs. Et beaucoup de huissiers, beaucoup de couloirs. Mais c'était un moment aussi très fort. Évidemment, il fallait parler les deux langues, donc quand c'était en flamand, j'écoutais poliment. Évidemment, mais André est parfait, est totalement bilingue et voire polyglotte, donc c'est aussi très précieux pour nous, qui nous représente dans les instances internationales. Et dis-moi, André, alors à part les institutions européennes, est-ce qu'il y a d'autres collaborations de familles au niveau international? Oui, nous collaborons très fort avec les psychiatres. Nous sommes membres ex officio du conseil d'administration de l'Association européenne des psychiatres, EPA, qui, à ce niveau, et j'entends aussi au niveau pratique en France, compte beaucoup sur les pères aidants, sur la famille, pour faire ce qu'il faut faire dans je cherche le mot en français, la réhabilitation. Réhabilitation. Le rétablissement? Le rétablissement des proches avec des difficultés psychiques. Nous avons aussi des relations très suivies institutionnelles avec l'association européenne des usagers, GAMIAN, avec qui nous organisons régulièrement des colloques au Parlement européen. Il est vrai que les usagers ont plus de facilité à émouvoir les responsables politiques que les parents. C'est un fait, il faut le reconnaître, mais cette amitié que nous avons, cette collaboration que nous avons, nous ouvre des portes. Je dois dire que ce que nous disons porte et est répercuté par d'autres. Au courant du mois de mars, j'ai eu l'occasion de parler longuement avec un groupement de parlementaires européens de tous les pays, de Finlande, de Croatie, il y avait même des gens de la Lettonie et de France, pour insister sur la continuité des soins. Il est vrai que la désinstitutionnalisation a créé des transferts de compétences et des transferts de centres de soins. On peut être en hôpital psychiatrique, mais quand la thérapie est terminée, vers où va la personne? Si elle n'a pas d'appartement ou autre chose, c'est dans la famille que ça va. Donc cette désinstitutionnalisation a augmenté très fort la charge des familles. Mais cette alliance nous permet d'ouvrir énormément de portes. Et dernière question, ça sera pour toi, plus personnel. André, toi qui es bénévole à Similes, bénévole à Eufamie, qu'est-ce que nous apporte cette mission? Je m'asseyais juste comme ça pour signaler que c'était la dernière question. Oui, mais c'est là. Oui, vous l'avez dit, mais vous avez débordé. Je me permets quand même, pardonnez-moi, voilà. Mais je vais quand même répondre parce que j'ai un motif personnel pour le dire. La maladie de notre fils était quelque chose d'abominable. Lorsque ça a commencé, on était déboussolés, on était démunis, on n'a jamais rien appris à ce sujet. On ne parle pas de ce monstre qu'est la maladie psychique. Mais au fil du temps, avec l'aide de Similes, de nos pères, en parlant de tout ça, en suivant des cours, en me donnant, j'ai changé de personnalité. Je suis devenu plus inclusif, plus indulgent. Et je dois dire que je suis probablement une meilleure personne maintenant qu'il y a 20 ans. Et j'entends, par exemple, dire une de vos bénévoles qui a commencé à être bénévole en 2018, pourquoi est-ce que vous faites ça? Eh bien, j'aime bien faire ça.
J'ai l'impression avant que je vivais à côté de la vraie vie, et maintenant, c'est la vraie vie. Merci André, merci. Merci beaucoup.